Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, toujours trop d'inégalités entre les femmes et les hommes, alors que beaucoup d'entreprises travaillent sur ce sujet. Que se passe-t-il? On va faire le point avec Noémie Boulard. Elle est responsable grand compte secteur public chez Indeed France. Elle nous fera un point détaillé avec des chiffres. Le cercle RH, les lanceurs d'alerte éthiques et sociaux dans l'entreprise. On va faire le point parce qu'il y a de plus en plus d'affaires, de dossiers, de harcèlement et évidemment ça pose le problème des enquêtes et de la place de ce lanceur d'alerte. On en parlera avec des spécialistes de ce sujet. Et on terminera notre émission avec le livre de Smart Job. Ça commence avec la boule au ventre. C'est un livre coup de poing écrit par Élise Fabing. Elle est avocate et on fera le point avec elle évidemment sur ces sujets autour justement du harcèlement et des difficultés au sein du monde du travail. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de l'égalité femmes-hommes et on se dit que avec les indicateurs, avec les chiffres, avec les médias, que globalement les choses progressent et vont bien. Pas si sûr. On en parle avec vous, Noémie Boulard. Vous êtes responsable grand compte secteur public chez Indeed France. Vous avez avec vous des chiffres qui viennent un peu tordre le cou quand même à l'idée que tout va bien, que les choses s'améliorent depuis une dizaine d'années. C'est pas vrai, et notamment chez les 18-24 ans. En effet, ça a été tout à fait l'objet de l'étude qui a été menée par Indeed auprès de plus de 14 000 femmes et dans 11 pays pour justement sonder la confiance en l'avenir et comprendre un petit peu les situations que traversent les femmes en société. Et en effet, le premier chiffre qui va surprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui 55% des femmes qui jugent qu'il est plus difficile d'évoluer, de progresser dans sa carrière. Et quand on est une femme, plutôt que quand on est un homme. Et une des raisons principales qui explique cette différence de rythme d'évolution, c'est le sexisme et les biais inconscients qu'il y a à la fois au niveau de l'État, mais aussi en entreprise. Vous vous occupez du secteur public, on l'aura compris. On dit souvent que l'État est encore moins bon élève que le secteur privé. Juste un focus sur ce sujet. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui viennent sur ce plateau et je n'ai pas le sentiment qu'elles nous mentent. Elles bossent, elles font des efforts, elles lancent des politiques RSE. L'État fait le boulot ? Alors, l'État fait le travail. Il en ressort de l'étude qu'il y a un travail qui a été fait, et on peut le citer sur, par exemple, le congé maternité ou les femmes enceintes. En revanche, il y a encore un travail à faire. Et cette étude révèle notamment des points qui sont liés notamment à la santé, sur lesquels les femmes attendent des actions, des législations concrètes. Donc, on peut citer, par exemple, les femmes qui sont sujettes aux règles douloureuses, à la ménopause ou à l'endométriose. Et c'est là où, en effet, on attend des actions de la part de l'État, mais surtout de ce qui se passe en entreprise. Un mot quand même sur ce sexisme. Arrêtons-nous un instant. Sexisme, et puis on parlera de la maternité, qui ont pensé là aussi que c'était réglé, mais non. Quand on a ce congé maternité et qu'on revient, c'est la boule au ventre, c'est l'angoisse, c'est le sentiment de ne pas avoir progressé. Le sexisme, c'est quoi? C'est les mots maladroits, c'est les maladresses, ça commence comme ça, le sexisme? Exactement, ça va être des préjugés inconscients, des barrières que les femmes vont se mettre, une image que les hommes aussi vont parfois avoir, effectivement, d'une absence prolongée, de responsabilité aussi de mères actives qui sont principalement à la charge souvent des mères. Donc là encore, c'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire, notamment sur sensibiliser, former aussi en entreprise pour qu'on se sente tous à l'aise de pouvoir évoluer principalement. Mais Indeed, c'est intéressant parce que vous faites souvent des études qui sont passionnantes et qui sont parfois un peu des pas de côté. La France, par rapport aux autres pays, aux autres femmes, elle se situe comment dans le paysage? Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que la France a le plus fort taux d'insatisfaction, juste après l'Italie, en termes de satisfaction sur les politiques d'inclusion en entreprise. Donc là, on a quand même 19%. Pays latin. Oui, on est latin. C'est vrai. Donc non mais c'est vrai, on cite souvent les modèles du Nord, les pays européens. Donc on est avec les Italiens. Exactement. On se dit insatisfait des politiques. On a même 10% des femmes qui déclarent ne pas avoir forcément identifié au sein de leur entreprise quelqu'un, un référent qui va être dédié à ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est assez alarmant parce que pourtant on a plein de choses à mettre en place et c'est vrai qu'on peut en parler, en tout cas chez Indeed. Donc Noémie, vous nous dites finalement, il se passe plein de choses, mais les femmes, dans la réalité, lorsqu'on les interroge,
interroge, elles se sentent un peu oubliées, un peu seules, et un peu avec ce plafond de verre, avec le sentiment qu'elles ne pourront pas progresser. C'est ça qui ressort. Exactement, il y a un manque forcément de légitimité, de savoir aussi est-ce qu'elles se sentent représentées, et ça c'est un sujet hyper important. Comme savoir que, exactement, les femmes ont besoin de ce sentiment de se sentir représentées, d'avoir un niveau de diversité à tous les niveaux aussi de l'entreprise, parce que on peut se projeter, avoir des référents, et aussi parce que selon les femmes, ça va aussi favoriser la collaboration et la communication dans les équipes. En France, on a la loi Rixin alors Zimmermann-Copé, ça c'était pour les conseils d'administration, et puis plus près de nous, la loi Rixin. Non, ça n'a pas fait avancer les choses ? Apparemment non. Apparemment pas non, suffisamment en tout cas. Pas suffisamment, et pourtant il y a d'autres solutions qui sont et plus à la charge en tout cas des entreprises qui sont citées. Par exemple la formation. Alors ça passe, nous on a un super partenariat avec le groupe SOS qui nous aide à former et à sensibiliser les recruteurs pour s'assurer que les candidats qui se connectent sur Indeed soient face à des recruteurs qui sont sensibilisés, s'assurer qu'on diffuse aussi une offre d'emploi qui va parler aussi bien aux hommes et aux femmes, parce que en petite anecdote, il faut savoir qu'une femme, à la lecture d'une annonce, va attendre de cocher la majorité des cases pour postuler, là où un homme va peut-être un petit peu plus oser. Donc ça passe par des choses comme ça qui peuvent donner confiance, on va dire. C'est ça, les femmes sont toujours plus consciencieuses, plus hésitantes, parfois traversées par le doute. À découvrir cette étude Indeed France, j'imagine, sur le site de Indeed. Exactement. Dans le détail. Très riche, très intéressante. Merci à vous, Noémie Boulard, de nous avoir rendu visite, responsable grand compte secteur public, Indeed France, et puis avec des études comparatives entre le public et le privé. C'est assez intéressant de comparer les choses. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est tout de suite le cercle RH. On parle d'un sujet très important, les lanceurs d'alerte éthiques et sociaux. Comment ça fonctionne ? Que se passe-t-il en entreprise ? Là aussi, on va essayer d'ouvrir le capot. C'est tout de suite et c'est Smart Job. Le cercle RH pour parler des lanceurs d'alerte. Alors tout cela est encapsulé dans des lois successives qui ont protégé les lanceurs d'alerte. Je pense à la loi Sapin 2 notamment. Et on va s'intéresser aux lanceurs d'alerte. Et puis on va essayer d'y voir un peu plus concrètement dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est son statut ? Comment on enquête ? Qui enquête ? Parce que ça c'est un autre sujet. Est-ce que c'est à la DRH de prendre en charge des enquêtes parfois un peu complexes, ou est-ce qu'elle doit le délester à des cabinets privés pour s'assurer une forme de neutralité ? Tous ces sujets sont sur la table avec une recrudescence, il faut le dire, du nombre de cas de harcèlement, alors avérés ou pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de difficultés au sein des entreprises sur ces sujets. Angélique Pétel, ravie de vous accueillir. Vous êtes senior manager stratégie innovation sociale chez SIA Partners et vous portez ce sujet des lanceurs d'alerte, mais aussi de la manière dont on doit enquêter, dont l'entreprise doit être accompagnée sur ces sujets. Et puis avec nous, un spécialiste, Kevin Audureau. Bonjour Kevin. Bonjour. Psychosociologue chez YouSide. Un mot sur YouSide pour qu'on situe YouSide. YouSide, c'est un cabinet spécialisé dans les sciences comportementales et donc qui essaye de comprendre, qui s'appelait l'IFAS, l'Institut français d'action sur le stress avant, et qui est un des précurseurs dans l'analyse du stress au travail. Essentiel. Un mot côté SIA et Angélique, on parle des lanceurs d'alerte, mais est-ce que vous, et qui avez évidemment un regard avec vos clients, est-ce qu'on a une augmentation, puisqu'on a vu avec Indeed et l'étude, on pensait que le débat était réglé, l'égalité femmes-hommes, c'était fini, c'est derrière nous, pas du tout. Sexisme, difficulté de trouver sa place quand on est une femme. Est-ce que vous constatez une recrudescence et des difficultés plus importantes encore aujourd'hui autour d'affaires de harcèlement sexuel, moral et de sexisme ordinaire ? Alors, l'Organisation internationale du travail nous dit que c'est 2 personnes sur 5 qui finalement subissent des violences et du harcèlement au travail. 20% des personnes en entreprise souffrent de problèmes psychologiques. Donc on voit vraiment qu'il y a de plus en plus de souffrance, un problème de communication. Et en fait, on arrive finalement à être un lanceur d'alerte parce qu'on est victime ou parce qu'on est témoin finalement de comportements inappropriés et parce qu'on n'a peut-être pas été écouté à un moment donné aussi dans l'entreprise. Donc, et on vide son sac et on dit les choses. En tout cas, on signale en utilisant un dispositif, et on y reviendra, mais effectivement, c'est un dispositif qui a évolué, vous l'avez dit tout à l'heure, qui vient des tendances des États-Unis, qui au départ était finalement sur l'éthique plutôt
financière. Oui, ça démarrait dans les banques. Voilà, exactement, dans les banques. On dénonçait une malversation menée par une banque. Exactement. Et avec la loi Wasserman du 22 mars 2022 et son décret d'application, donc c'est tout récent, finalement ça s'applique aussi au sujet d'éthique sociale, c'est-à-dire le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. On a élargi le champ du lanceur d'alerte. On l'a complètement élargi. Mais là où vous avez complètement raison, on va le constater, je vais laisser la parole à mon collègue Kevin, c'est qu'on a de plus en plus de cas, effectivement, de dénonciation, et plus particulièrement des agissements sexistes, du harcèlement sexuel, des connotations et des comportements, en fait, qui sont inappropriés, parce que la parole s'est ouverte, ça vient aussi de MeToo, les femmes aussi ne se laissent plus faire en entreprise. Kevin, psychosociologue, donc vous accréditez, vous êtes chez YouSide au contact avec ces entreprises, la parole s'est libérée, et donc on augmente le nombre de cas où on dit, lui, c'est plus possible, alors qu'avant on le gardait pour soi. Oui, la parole s'est libérée, et on est dans une vraie traque du comportement inapproprié en entreprise. On est passé d'un monde qui crée des valeurs. À la fois c'est super positif, et excusez-moi, mais c'est en même temps très flippant. Complètement, parce que pour certains, ils se sont pas adaptés. Ils n'ont pas compris que les normes avaient changé. C'est ça. Ils n'ont pas compris pourquoi... Pour eux, c'est normal, quoi. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc quand on leur dit, aujourd'hui, le cadre légal a changé et on va te demander de t'adapter pour l'autre, pour certains, c'est pas entendable. Et certains ne voient pas. En fait, vous voyez, ils ne voient pas les comportements comme ils l'ont vu. Ils ne voient pas l'effet qu'ils produisent sur Il y a une forme de normalité, ils l'ont toujours fait, ça a toujours été comme ça. Exactement. Mais le lanceur d'alerte, parce que là on voit bien qu'avec cette loi de 2022, on élargit le champ. Vous devez aussi, en tant que psychosociologue, accueillir ce lanceur d'alerte, parce que lui aussi, il se sent en grand danger, il se sent en péril, ce lanceur d'alerte. On se souvient des lanceurs d'alerte qui avaient dénoncé UBS et quelques grandes affaires. Ces gens-là ont été détruits. Tout à fait. Alors, comment on fait ? C'est intéressant parce que ce qu'on observe, c'est que déjà maintenant, on a des lanceurs d'alerte anonymes. C'est qu'on voit une recrudescence de courriers anonymes avec des gens à qui on leur C'est demande pour ça que je côté de préserver leur caractère anonymat. flippant de l'affaire. Voilà. La dénonciation, quoi. Vous imaginez bien quand on est DRH et qu'on reçoit un courrier anonyme qui cite d'autres personnes, par contre. Et qui balance. Et qui balance. Et le DRH qui se retrouve avec ce sujet brûlant en se disant, est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je l'ouvre pas ? Aujourd'hui, la loi lui demande de l'ouvrir. Même quand c'est anonyme, on est bien précis. Quand c'est anonyme. Maintenant, et là vous touchez du doigt le sujet qui est hyper important, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va ouvrir ce sujet relationnel, on va mettre en tension le système. Le lanceur d'alerte, le potentiel coupable ou les potentiels coupables, parce qu'encore une fois, il y a des accusations qui sont faites, donc on va demander du contradictoire. Et puis, si on s'arrête à la parole de l'un contre la parole de l'autre, on va avoir un problème. Donc il va falloir élargir le cercle, donc élargir le périmètre de risque, parce qu'on va demander à certains leur perception de la situation. Ils vont devoir se mouiller aussi. Eh oui. On arrive à cette enquête. Ce lanceur d'alerte qui va se retrouver, alors lorsqu'il n'est pas anonyme en l'occurrence, il est identifié, il va être encapsulé par son statut. Une enquête va avoir lieu et là, j'ai eu des DRH qui m'ont raconté effectivement la difficulté. Alors avec les partenaires sociaux, parce que parfois les partenaires sociaux se mêlent à l'enquête, ou pas, avec une difficulté, parce que c'est une vraie enquête en fait. Non mais parlons-nous, c'est un bureau, il faut que la personne parle, on met la lampe dans le visage, quoi. Et là, on en arrive finalement à la question de savoir si l'enquête doit être faite en interne ou si elle doit être faite en externe, notamment pour des questions de neutralité et d'impartialité. Bien sûr. Les DRH nous disent aujourd'hui, nous, on n'est pas formés. Nous, quand on est face à un élu, on n'est pas forcément impartial. Quand on est en fait sur une situation très complexe, comme par exemple une suspicion de viol, on ne peut pas traiter. Quelquefois, ce sont des c'est personnes... presque du pénal, voilà. C'est des personnes avec qui, quelquefois, on va déjeuner aussi à la cantine, avec qui on doit garder des liens. Et on nous demande, en fait, d'être des investigateurs neutres. Impossible. Donc, c'est très conflit d'intérêt, de loyauté. Voilà. Et puis, quelquefois, ça peut être aussi les dirigeants, parce que c'est à tous les stades, en fait, qu'on voit effectivement des allégations pour harcèlement moral, sexuel, discrimination. Et là, quand on est face aussi à des dirigeants, c'est pas forcément évident non plus pour la direction des ressources humaines, en fait, de porter ce sujet. Oui. D'où le fait, effectivement, problème hiérarchique. d'externaliser. Voilà. Bien sûr. Et ça, c'est des métiers, c'est le métier que vous faites, en partie. Oui. C'est-à-dire que vous arrivez... excusez-moi, mais vous mettez votre impair, vous avez dans le holster le stylo et le carnet, et puis ensuite vous allez commencer à faire une véritable enquête. C'est-à-dire déjà au moins montrer, prouver que c'est vrai. Parce qu'il y a aussi des allégations qui sont parfois des calomnies. Alors, on va essayer d'éclairer. En fait, le vrai ou faux,
le juge restera souverain quand même de la situation, mais nous, on va essayer d'éclairer une dynamique qui est parfois systémique. Parfois, quand quelqu'un va dire « mais tu me harcèles », l'autre va dire « mais c'est ta perception ». Exact. Moi, je te recadre. Exact. Ça, c'est un vrai sujet, demeurant. Et c'est un énorme... Je te demande juste de faire ton travail. Non, il me harcèle. Exactement. Donc, vous voyez qu'en fait, l'enjeu va être aussi de problématiser la situation. Et ce que l'on a besoin de faire, c'est aussi de préparer l'après. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on va mettre un système sous tension, on va apporter une réponse en disant on a des éléments qui nous font dire que, ou on n'a pas d'éléments qui nous font dire que, mais dans les deux situations, après, les gens ils vont continuer de travailler. Soutien, vous qui gériez le stress, soutien psychologique, parce qu'il y a ceux qui reçoivent la souffrance, Ouais. puis il y a ceux le lanceur d'alerte. Est-ce qu'il est accompagné? Est-ce qu'on l'aide? Parce que cette femme, cet homme, Ouais. souvent des femmes, se sentent très isolés. Tout à fait. Alors, il y a des mesures conservatoires qui peuvent être prises, hein, évidemment, surtout quand on est dans des situations très graves. C'est la première chose, c'est de devoir écarter les personnes qui sont en conflit. Oui, donc, physiquement, au sens physique. Au sens physique. Il faut effectivement accompagner sur le plan psychologique. Mais là où vous touchez du doigt aussi quelque chose, c'est que les tensions émotionnelles, elles sont aussi dans le cadre de l'enquête, même pour les enquêteurs. Mais évidemment. Et donc, nous... Vous recevez beaucoup. Exactement. Et nous avons la conviction avec Kevin, parce qu'on travaille beaucoup sur ces sujets, c'est effectivement qu'il y a besoin d'une supervision des enquêteurs, notamment pour éviter les biais cognitifs. Parce qu'encore une fois, l'enquête, pour être impartiale... Accompagner l'enquêteur. Voilà, c'est accompagner l'enquêteur Bah ouais. pour éviter les biais cognitifs. Bien sûr. Et qu'on puisse instruire à charge et à décharge. Mais ensuite, vous allez rendre au DRH et à la direction, puisque parfois ce type d'affaires arrive au sommet de l'entreprise, vous apportez quoi? Un diagnostic, un dossier éclairant sur nous avions reçu cette lettre à tel jour, l'accusation disait cela, nous pouvons dire que c'est vrai, nous pouvons dire que c'est faux. Enfin, comment vous faites? Eh ben, il y a une double analyse. Il y a une analyse juridique, qui est en effet ce que vous dites, hein, c'est est-ce qu'on a des faits, est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de dire si oui ou non on a eu des comportements inappropriés. Et après, il y a une analyse du risque. Et ça, c'est le rôle du psychologue. C'est, OK, on a des gens qui ne s'entendent pas, c'est compliqué, on n'a pas d'allégation de harcèlement, ou du moins on n'a pas les éléments qui vont nous permettre de dire, mais ces acteurs doivent continuer à travailler ensemble. Et là, très vite, les DRH vont dire, est-ce qu'il faut les séparer? C'est risqué. Mais est-ce qu'on peut les laisser ensemble? C'est risqué aussi. Et donc, vous voyez, c'est cette analyse... Et donc, la balle chaude, la patate chaude revient quand même sur le bureau de la DRH, là. Tout à fait. C'est-à-dire que vous ne tranchez pas à sa place. Ou en tout cas, c'est le COMEX qui va trancher à un moment donné sur des choix stratégiques si c'est un dirigeant... C'est le client qui tranche. Encore une fois, ce que disait Kevin, c'est que les faits en fait, doivent être appréciés par le juge. Donc nous, là, on est là simplement pour apporter si les éléments, en fait, si les faits sont vrais ou faux. Et effectivement, donner des préconisations, ce qu'on peut appeler dans le jargon juridique un plan de remédiation. Alors, vous n'allez pas me dire le contraire, mais j'entends quand même l'idée qu'en externalisant, on garantit une forme de sérénité pour l'équipe RH et même pour les managers, puisque très souvent les managers, non pas qu'ils soient accusés, mais sont témoins, peuvent avoir fermé les yeux sur des faits. C'est pas si simple de faire accoucher une âme quand même, de quelqu'un à qui vous dites mais vous avez vu et vous n'avez rien fait. Ça a dû vous arriver ce genre de questions. Alors oui, ça arrive. C'est toujours la question de comment on diagnostique les signaux. Et en effet, l'objectif, au-delà de ces enquêtes-là, c'est d'apprendre. Donc c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on peut outiller les managers à observer? Parce qu'avant d'avoir un rapport de force, il y a une relation qui est dégradée. Avant une relation qui est dégradée, il y a des difficultés à aborder les désaccords. Donc vous voyez, on connaît ces mécaniques-là psychologiquement. Juste d'un mot, parce qu'on a démarré par ces lanceurs d'alerte. On se souvient, mais je pense à une femme que j'avais interviewée qui avait dénoncé les agissements d'UBS et qui depuis, il était passé par la clochardisation et je crois que depuis, elle s'en est sortie. Ces fameux lanceurs d'alerte, vous les rencontrez en premier. C'est eux que vous rencontrez en premier. Vous leur donnez leurs droits et aussi leurs devoirs. Comment ça se passe? Il a un statut particulier, c'est-à-dire que dans l'entreprise, on dit « T'as vu, c'est le lanceur d'alerte » Alors, les lanceurs d'alerte, qui ne sont pas forcément toujours les victimes, et les témoins, en fait, ont une protection. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de représailles à l'encontre, en fait, de ces personnes, quand bien même, d'ailleurs, le lanceur d'alerte ne ferait une alerte qui ne va pas aboutir à partir du moment où il est de bonne foi. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'effectivement, en fonction de l'enquête, en fonction des sujets, il faut vraiment se poser la question de savoir qui on interroge, qui on interroge en premier. Est-ce qu'on les réinterroge à la fin? Exactement comme fait un inspecteur. Exactement. On balaye large et puis on resserre sur 2 ou 3 points quand vous avez pris des billes. Enfin, comme fait un enquêteur policier ou journaliste. C'est bien ça. C'est exactement ça. Donc, pour vous, c'est des nouveaux métiers ou parce que c'est quand même, franchement,
c'est entre l'enquête policière et journalistique, c'est... Ce qui est clair, c'est que moi, je n'avais jamais vu de psychologue qui faisait des procès-verbaux avant. Bah oui. Donc c'est vrai qu'en effet, nos métiers évoluent parce que le cadre légal évolue. Et en même temps, on voit bien qu'un psychologue il a besoin du cadre pour faire son travail. Bien Alors, sûr. et vous voyez, ça crée des difficultés de distance parce que le psychologue, par sa neutralité bienveillante et par sa culture de l'oralité, il protégeait énormément. Aujourd'hui, on est obligé de déplacer un petit peu le focus, de ramener du cadre. Bien Et sûr. c'est là où on est convaincu avec Angélique qu'avoir un double profil permet à chacun d'être dans son rôle. Celui Oui. qui fait respecter le cadre et celui qui amène la sécurité En psychologique. tout cas, c'est passionnant ce que vous nous décrivez. En tout cas, c'est non seulement passionnant, et c'est nouveau, puisque c'est depuis la loi de 2022. Donc, c'est vrai que vous collez à l'évolution. Et l'intérêt du duo, j'imagine, est important aussi de ne pas être forcément seul à recevoir tout ça, parce que même pour vous, c'est une pression énorme. Tout à fait. C'est gigantesque. Oui. C'est-à-dire que vous reprenez en fait la vague de l'entreprise dans la figure, en fait. C'est ça le sujet. Bah là, par exemple, moi j'ai vu un homme qui voilà, était un boxeur, voilà, un grand gaillard, etc. Et il est arrivé devant moi en me disant mais je suis là pourquoi qu'est-ce qui se passe? Il était complètement finalement déstabilisé. Et quand je lui ai dit non, vous êtes là en tant que témoin, parce qu'il ne savait pas, déjà ça a permis d'apaiser. Mais effectivement, on était quand même sur des sujets de harcèlement sexuel. Donc, c'était toute sa carrière, éventuellement perdre sa femme. Oui. Enfin, Bien toutes sûr. les Ça a des conséquences dans la vie perso. Exactement. Par ailleurs, quand on est accusé ou agresseur, tout ça a des conséquences sur la vie de famille avec ses enfants. Oui. Sujet passionnant qu'on va continuer à suivre avec vous, et on voit bien l'intérêt de travailler aussi avec ce biface, ces deux têtes, Angélique Pétel chez SIA Partner et Kevin Oduro chez YouSide, psychosociologue. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. J'ai passé un agréable moment. En tout cas, c'est un sujet essentiel. On tourne une page et on va rester dans cette tendance de la place des femmes dans l'entreprise. Il n'y a pas que des femmes harcelées, mais elles sont majoritaires. Le livre d'Élise Fabing, et nous l'accueillons, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, avec une émission, vous l'aurez compris, consacrée, je dirais, à la place des femmes en entreprise, tant sur l'étude Indeed que sur ce travail de lanceuse ou de lanceur d'alerte, et ce livre d'Élise Fabing. Bonjour Élise. Bonjour Indo. Je suis très heureux de vous accueillir. Édition Les Arènes, qui est un bel éditeur. Ça commence avec la boule au ventre. Une avocate lève le tabou de la souffrance des femmes au travail. Et je précise que vous êtes celle qui défendait beaucoup de femmes au sein de start-up, d'entreprises de com, d'agences de com. Et vous les accompagnez parce qu'elles souffrent. Ce livre, c'est quoi? C'est un livre coup de gueule? C'est un livre coup de poing? C'est quoi? C'est un livre coup de gueule, coup de poing et un peu thérapeutique aussi. Parce que, en fait, la majorité des histoires de ce livre n'auraient jamais dû sortir sur la place publique. Parce que la majorité de mes clientes ont signé des clauses de confidentialité, des transactions. Leurs silences ont été achetés. Et ce livre, je l'ai écrit pour leur rendre la parole. En anonymisant, bien sûr. Évidemment. Pour ne pas les mettre en difficulté. Évidemment. Donc l'idée, c'est de sensibiliser l'opinion publique sur ce qui se passe réellement en entreprise, parce qu'en réalité, je suis la seule à pouvoir en parler. Vous évoquez des choses absolument graves, et au-delà de ce livre, vous menez des combats, et vous dénoncez des agissements, mais dans ce livre, vous évoquez notamment une start-up dont le nom sera tu, 30 collaborateurs, avec du porno, on regarde du porno ensemble, mais ça sort d'où? Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants? J'ai quand même dû commencer ma plaidoirie en expliquant que le porno n'avait pas sa place en entreprise. Si on m'avait dit qu'un jour, mon métier m'amènerait à prononcer cette phrase-là, je n'y aurais pas cru. Bah oui. Mais oui, et puis des propositions indécentes, des demandes de photos, d'underboobs, je ne savais pas ce que c'était, mais voilà. Bon. Mais attendez, ça veut dire qu'il y a une forme d'embrigadement quand on est capable, quand on est dirigeant, je pense que c'est quelques dirigeants qui embrigadent et qui arrivent par la force de la persuasion à embarquer une équipe entière. Comment on emmène les gens à faire ça? Parce qu'on a un libre arbitre, on peut dire j'y vais pas, t'es totalement bête, je rentre chez moi. Comment on fait là? C'est quelqu'un qui était assez connu, un peu gourou. C'est ça. Très reconnu, petit prodige dans son domaine. En réalité, c'est pas dans une start-up parce que j'ai transformé, voilà. Et qui recrutait principalement des très jeunes, des débutants, et qui devaient adhérer pour être cool et plaire à leur gourou. Et
les jeunes femmes étaient présentées quand elles arrivaient dans l'entreprise au sein d'un montage photo porno. Ah oui. Bien sûr, envoyé à toute l'équipe. Voilà. Il y avait des gages avec des mimes de fellation sur des nerfs en plastique. Ce genre de choses, des photos porno partout. Donc il y avait une obsession chez le dirigeant. Bien sûr, une obsession, et il ne s'en cachait pas. C'était quelque chose de connu et d'assumé. On entend que vous avez plaidé, on entend que vous avez donc défendu ces femmes qui réclamaient leur dignité, le retour à leur dignité. Oui. Ils ont été condamnés ? Oui. D'accord, donc on a gagné. En appel ? Non, il va y avoir l'appel est pour bientôt. Ah, donc il y a un appel quand même. Un appel. Donc il y a appel des dirigeants ou de l'avocat du dirigeant qui dit que vous avez peut-être mal compris en fait. Toute la difficulté dans ces dossiers-là, c'est la jurisprudence sur l'attitude ambiguë. C'est-à-dire que effectivement, ma cliente, en l'occurrence, elle a participé pour être intégrée, pour se faire sa place, et pour de fait, garder son job. On considère qu'elle a fait de son plein gré. Voilà, alors que cette jurisprudence-là, elle est totalement dépassée, selon moi, et patriarcale, parce que c'est totalement nier le lien de subordination économique qui est inhérent à tout contrat de travail. Évidemment. La place des femmes, parce que vous vous intéressez à ces entreprises, certaines sont très connues, certaines sont très people, certaines sont très en vue. Il y a beaucoup de souffrance, ça se réduit. Vous avez l'impression que, quoi qu'on fasse, malgré les lois, malgré les textes, malgré cette espèce de pression médiatique, la souffrance est là. Alors, moi j'ai un prisme particulier parce que personne ne vient me voir quand tout va bien. Donc j'ai évidemment les pires dossiers et je tiens à préciser que j'ai majoritairement des clients hommes néanmoins parce que l'accès à l'avocat pour les femmes est plus compliqué. En général, un homme va venir me voir parce qu'il a une mauvaise évaluation annuelle. Une femme, quand elle passe la porte de mon cabinet, c'est qu'elle est au bout du rouleau. C'est que son corps commence à lâcher. Avec des tentatives de suicide, enfin, avec des gens qui vous disent « moi je vais mettre fin à mes jours ». Oui, et puis des hospitalisations en psychiatrie. Alors ça arrive aux hommes également. Mais les femmes sont beaucoup plus vulnérables sur le marché du travail, dans le monde du travail, parce qu'elles ont des épreuves personnelles aussi qui font qu'elles sont particulièrement exposées aux discriminations sexistes. Mais j'entends, et Indeed d'ailleurs le confirmait dans l'étude qu'il nous proposait, les 18-24 considèrent qu'il y a toujours beaucoup de sexisme en entreprise. Évidemment. Il y a beaucoup d'isolement et beaucoup de souffrance. Elles sont seules, ces femmes, finalement ? Elles sont très seules parce qu'il y a énormément de clauses de confidentialité. Et d'ailleurs, quand mes clientes signent un accord de confidentialité, elles culpabilisent. Parce que souvent, le salcon reste en place. Le salcon est là. Moi, il y a des entreprises contre lesquelles j'ai plusieurs dossiers de harcèlement sexuel. J'ai toujours un chèque. Indéboulonnable ? Et le mec est toujours là, il se pavane sur LinkedIn. Ça me met en colère quand je vois ça le matin en faisant mon LinkedIn. Mais pourquoi on n'y touche pas ? Parce qu'il a le pouvoir ? Parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il est rentable. Et parce qu'on estime qu'on va laisser en place un mec rentable. Et puis je pense que c'est encore dans les mœurs. Dans un dossier, je discutais avec une DRH en direct, ce qui m'arrive assez rarement. En général, j'ai une consoeur ou un confrère qui fait le filtre. Et la DRH, c'était un dossier dans lequel ma cliente avait été mise enceinte par son supérieur hiérarchique. Et en fait, elle s'était rendue... Après, il avait contrainte à avorter. Et puis, elle s'était rendue compte qu'elles étaient plusieurs dans ce même cas. Avec le même manager, évidemment. Et donc, la DRH m'expliquait que c'était un fait de vie privée, qu'elle ne voyait pas ce qu'elle avait à faire dans ce dossier. Et moi, je lui dis, mais il y a quand même un problème de culture d'entreprise. Évidemment. Donc, j'ai l'impression que le manager un peu flamboyant qui fricote un peu avec ses subordonnés, c'est encore un truc qui a la dent dure. Des témoignages très forts et en tout cas, vous êtes au contact de ces femmes qui souffrent et qui vont parfois très très loin dans cette souffrance. Lisez ce livre, ça commence avec La boule au ventre, en collaboration avec Jules Thomas, je ne l'ai pas précisé, édition Les Arènes, c'est écrit par l'avocate Élise Fabing qui nous a fait le plaisir de venir sur notre plateau. Merci pour votre combat et je vous dis à très bientôt évidemment. L'émission est terminée, merci à vous, merci à toute l'équipe technique évidemment, Thibaut au son et Romain à la réalisation et puis évidemment Nicolas Juchat qui m'accompagnait. Je vous dis à très bientôt, bye bye.